Nous sommes le 14 mars 2024. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition. Nous démarrons ce 13h au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier un conseil des ministres en présence du chef de l'État. Réunion au cours de laquelle d'importantes mesures ont été prises pour le relogement des populations impactées par la récente opération de déguerpissement dans certaines zones du district d'Abidjan. Et dans ce journal, on évoquera également l'ouverture ce jeudi de la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'était en présence du haut représentant du chef de l'État Gilbert Kafana Koné, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, mais aussi de nombreux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. La vie sans Internet, c'est difficile. On s'en rend compte depuis ce matin, ce jeudi matin 14 mars 2024. Internet est coupé. Aucune connexion pour les populations de Côte d'Ivoire. On part tout de suite au palais de la présidence de la République où le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres des mesures d'accompagnement pour les habitants des quartiers précaires récemment délogés lors d'une vaste opération de déguerpissement menée par le district autonome d'Abidjan. Il est annoncé un accompagnement destiné aux propriétaires ayant un titre foncier en vue d'acquérir des parcelles en pleine propriété. Un projet de loi, 7 projets de décret et 8 communications ont constitué le menu du Conseil des ministres de ce mercredi 13 mars qui s'est réuni au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a pris d'importantes mesures pour le relogement des personnes impactées par l'opération spéciale de déguerpissement dans les zones à risque du district d'Abidjan. En vue de soutenir les populations affectées par les déguerpissements et d'éviter qu'elles se réinstallent dans de nouveaux sites à risque, le Conseil a adopté, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, un dispositif de relogement comprenant une série de mesures dont les 5 majeures sont les suivantes. Le soutien de l'État au relogement à hauteur de 250 000 francs CFA par ménage. Le montant global du soutien de l'État aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon est évalué sur la base de cette allocation forfaitaire à 697 millions de francs CFA. Deuxième mesure majeure, l'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles en pleine propriété. Troisième mesure majeure, la mise à disposition d'un terrain de 75 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, selon la taille de la famille, avec la signature d'un bail amphithéotique sur une durée de 20 à 25 ans pour un loyer de 10 000 francs CFA par mois, au terme duquel les nationaux impactés deviendront propriétaires des terrains attribués. Un site potentiel pour le recasement a déjà été identifié. Les travaux d'urgence d'aménagement de voiries, d'adduction en eau et en électricité seront lancés incessamment pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. Quatrième mesure majeure, l'allocation d'une aide à la construction d'un montant forfaitaire de 1 million de francs CFA par famille en vue de les accompagner dans la construction de leur maison. Le coût global de cette mesure est estimé à 3 milliards de francs CFA pour les ménages affectés dans les quartiers de Boribana à Tekoubé et de Jesco à Yopougon. Cinquième mesure majeure, la mise en place d'un dispositif spécial pour les personnes sans emploi. En outre, le Conseil a mis en place un organe spécial dénommé Cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan, logé à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements. Cette cellule est spécialement chargée
de la programmation des quartiers précaires à déguerpir, de la prise en charge et du relogement des familles affectées par les déguerpissements, ainsi que de l'examen des plans d'urbanisme des quartiers précaires déguerpis. Il y a des sites qui sont aujourd'hui identifiés. Il y a notamment vers Songon 36 hectares qui ont été identifiés, où on va pouvoir héberger environ 3000 lots de 75 mètres carrés à 100 mètres carrés qui seront mises à la disposition de tous ceux qui seront déguerpis. Donc voilà les mesures qui sont annoncées véritablement. Et on a parlé aussi d'un bail amphithéotique avec un loyer donc de 10 000 francs par mois. Et au bout, donc ce bail va durer d'une période de 20 à 25 ans, mais au bout, les nationaux pourront avoir la pleine propriété sur ce bail amphithéotique. Voilà l'ensemble des mesures qui sont annoncées. C'est vrai, il y a eu des déguerpissements par le passé qui ont permis de reloger certaines personnes. Vous avez cité quelques sites. Il y a aussi le premier site de Songon, où ceux qui ont été déguerpis dans le cadre de la construction du 5e pont ont été relogés. Mais il faudrait que les uns et les autres sachent que des mesures ont été prises pour éviter la fraude. Il n'y aura pas de double inscription. L'administration, c'est une mémoire. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié d'indemnisation, qui ne sont pas partis et qui sont restés, bien qu'ils aient été indemnisés. Les dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait de doubles indemnisations. Il y a ceux qui sont partis et qui ont mis leur maison en location là où ils ont été hébergés et qui sont revenus dans des quartiers précaires. Mais si vous avez déjà été identifié, vous ne pourrez pas bénéficier d'un double accompagnement. Toutes les mesures sont prises. La cellule qui est mise à la primature va travailler de façon rigoureuse et parcimonieuse. Donc tout va être fait dans les normes, tout va être fait de façon rigoureuse. C'est une façon donc de dire que s'il y a des gens qui ont déjà bénéficié, qui ont déjà été recasés, ils ne peuvent pas être pris en compte dans l'opération actuelle. Par ailleurs, au plan de l'emploi et de la protection sociale, le Conseil des ministres a adopté un décret qui fixe les conditions et les modalités du licenciement collectif pour motif économique. En outre, le Conseil des ministres vient de donner son accord pour la mise en œuvre d'un vaste projet de recensement du patrimoine immobilier de l'État. Il s'agit, à travers ce recensement, de mettre en place un système d'information complet sur ce patrimoine estimé à 48 000 biens immobiliers selon les projections de 2023 effectuées à partir du dernier recensement du patrimoine immobilier de l'État de 2014. Il permettra également d'établir, à terme, une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers et leur immatriculation physique. Un autre projet, adossé aux 10 projets, est relatif à la sécurisation juridique du patrimoine immobilier de l'État. D'un coût global de 2,3 milliards de francs CFA, ce projet sera exécuté à travers un dispositif réglementaire plus adapté et simplifié pour accélérer le processus de délivrance des arrêtés d'affectation de façon à préserver davantage les intérêts de l'État et à développer de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources liées à ce patrimoine national. Un communiqué du Conseil donnera les autres détails de ce projet de sécurisation juridique. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 10 avril prochain. Un compte-rendu de Viviane Haïma avec les moyens techniques de Dramé Lamine, Célestin Frodo et Michel Kwame. La Côte d'Ivoire a remporté sa CAN. Ce n'est plus un secret pour personne. Notre 3e étoile, nos éléphants l'ont obtenue de haute lutte lors de cette CAN de l'hospitalité. Les éléphants ont tout donné sur l'aire de jeu. Les supporters ont également mouillé le maillot. Au final, le trophée est resté à la maison comme c'était l'objectif. Et ces populations-là, qui ont été si formidables, méritent de voir Dame Coupe de très près et peut-être même de la toucher. Hier, le personnel de la primature a accueilli avec fierté le trophée dans ses locaux. Alexis Ouedraogo. Une invitée spéciale ce mercredi à la primature.
La Coupe d'Afrique des Nations venue se présenter au personnel de l'institution. L'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de football de saluer le travail accompli par le chef du gouvernement. Le trophée de la 34e édition de la CAN qui trône sur ce présentoir, que nous avons l'insigne honneur de vous présenter officiellement, n'est que la juste récompense et la récompense divine de tous les sacrifices consentis sans ménagement par tout un peuple, par ses dirigeants, avec à leur tête Monsieur le Président de la République et son gouvernement. Prenant la parole, le Premier ministre Robert Begley-Mambé a rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour sa vision, mais aussi les populations ivoiriennes. Les Ivoiriens sont une fierté pour nous tous. Vous nous donnez envie de travailler encore plus, vous méritez encore plus. Merci et rendons gloire à Dieu pour demain. Parce que demain sera encore plus grand avec le président Alassane et vous n'avez rien vu encore. Cette coupe est la somme de votre intelligence et de votre ferveur pour votre pays. C'est le résumé de tout ce que vous avez été pour la Côte d'Ivoire. Que chacun de nous savoure cette coupe, mais cette coupe appelle d'autres succès. Le travail ne fait que commencer. Invitant les uns et les autres à travailler davantage à relever les défis à venir, le Premier ministre a pour finir annoncé une grande réception à l'endroit des hommes et femmes de médias qui ont contribué au succès de cette CAN 2023. C'est notre CAN à nous. Je vous le disais à l'entame de cette édition, Eugène Aka Awele, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a ouvert ce matin, il y a tout juste 2 heures, la première session ordinaire 2024 de l'institution qu'il dirige. Eugène Aka Awele a prononcé son discours d'orientation en présence de nombreux présidents d'institutions, de membres du gouvernement, de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, de présidents ou vice-présidents de conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels d'autres pays, en l'occurrence de la RDC et du Tchad. Gilbert Kafana Koné y représentait le président Alassane Ouattara. On va écouter un bout de l'intervention du président du CESEC, Dr Eugène Aka Awele, qui dévoile ici les thèmes du changement climatique, d'économie numérique et d'habitat durable qui seront abordés au cours de cette première session. Mesdames et messieurs, les premières sessions ordinaires de l'année 2024 nous donnent ainsi d'initier un nouveau cycle et d'aborder l'examen des thématiques retenues par les commissions permanentes. Aussi, la première session sera marquée par la mise de 2 commissions permanentes pour l'examen de leur second thème identifié. Il s'agit, premièrement, de la commission de l'environnement et de qualité de vie qui examinera le thème ci-après, la contribution des acteurs non étatiques à la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, la commission de la communication et des nouvelles technologies qui mènera des réflexions sur la problématique ainsi libellée économie numérique et transformation structurelle de l'économie. En outre, une commission permanente, en l'occurrence la commission des affaires sociales et culturelles, entamera des réflexions sur le thème habitat durable et normes de construction. Comme vous le constatez, 3 thématiques d'intérêt majeur pour notre nation seront au cœur de nos réflexions. La question du changement climatique en raison de son impact sur la vie socio-économique remettant en cause la survie de notre planète et qui fait l'objet d'intenses réflexions, notamment à la COP28 qui s'est tenue à Dubaï en décembre 2023. Le développement numérique, pour lequel notre pays ne devrait se mettre en marge et qu'il doit absolument saisir puisqu'il constitue la nouvelle révolution mondiale qui offre de réelles opportunités économiques. L'habitat durable pour améliorer les conditions de vie des populations en leur offrant un cadre de vie plus sain et respectueux de l'environnement.
La vie sans Internet, c'est dur, c'est pénible, beaucoup pénible pour la plupart d'entre nous. Pour ceux qui l'utilisent pour le travail, autant que pour ceux qui se divertissent sur les réseaux sociaux, tous sont depuis ce matin logés à la même enseigne. Aucune connexion Internet, aucun réseau n'est disponible, c'est carrément un bug général. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'à quand va-t-on vivre cela ? Alexis Ouedraogo s'est intéressé au sujet. Email, réseaux sociaux, Facebook ou encore WhatsApp, vous êtes nombreux à avoir constaté ce matin des problèmes de connexion Internet. Nous, on commence à faire de l'information à partir de 6h, 5h30, 6h, et on a constaté que depuis 8h, il est impossible donc d'accéder donc à nos pages Internet, notamment le site Internet plus les réseaux sociaux, tout simplement parce que, à la réalité, on a constaté que l'Internet ne passait pas. On a approché nos responsables qui nous ont dit que c'est au niveau des opérateurs et que ça allait se régler. Pour nous qui travaillons sur le digital, ça a réellement un impact parce que c'est d'abord l'interactivité, c'est aussi donc alimenter en fait nos plateformes en information en continu. Donc depuis 8h, on va dire qu'on a privé le public ivoirien en fait d'informations. De sources proches de la direction des traces technologiques et de l'autorité de régulation, la RTCI, le fait est lié à la coupure des câbles des opérateurs en haute mer. À cette heure, des travaux importants sont engagés pour régler l'incident au plus vite. Au plus vite pour le bonheur des populations. Nous sommes le 14 mars 2024 et chaque année, à la même date, l'on célèbre la Journée internationale des reins, un organe très important pour le corps humain. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochains journaux. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football 2023. Eugène Akaouele l'a rappelé à l'instant à l'ouverture de la première session ordinaire 2024 du CESEC. Et les médailles d'or, ça commence à nous coller à la peau. À l'occasion des 13e Jeux africains qui ont lieu en ce moment même à Accra, au Ghana, le pays vient d'en remporter encore une. C'est dans la discipline arts martiaux mixtes et c'est Prince Aka Miezan qui a hissé si haut le drapeau ivoirien. C'est la toute première fois que l'hymne national de la Côte d'Ivoire est entendu à ces 13e Jeux africains. L'honneur revient à l'Ivoirien Prince Aka Miezan, Mensan, athlète d'arts martiaux mixtes qui a battu au point son adversaire béninois Jacques Juston Sewanou, 29 points contre 26, décision unanime des arbitres. Dans la même soirée et dans la même discipline, Lotte Dagofani, catégorie des 120 kg, a empoché la médaille d'argent. Au titre de 85 kg, la seule couleur bronze ivoirienne pour l'instant est signée Yao Marcel. Ici encore, le public a jubilé au son du célèbre coup du marteau. Jour de fête. Avec 712 licences professionnelles et 1300 amateurs recensés, la Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes, FIAM, dirigée par Jackson Parfait Tapé, compte étendre très bientôt ses activités et les recrutements à l'ensemble du territoire ivoirien. Dans la mi-journée, en judo dames de moins de 57 kg, la Côte d'Ivoire a raté de justesse une médaille d'or. L'international judokate Zuleila Dabon Abzeta, appelée Zoul, était opposée à la sud-africaine Yasmine Martin. Avec la deuxième place, Zoul s'en sort avec une médaille en argent. J'ai fait 4 combats, j'ai gagné tous les 3 combats. Je gagne le premier par hippon, le deuxième où je donne 3 cartons rouges à mon adversaire. Et puis la demi-finale, je fais un beau hippon. Bon, la finale, après, le hippon que je prends, après, j'avais plus le choix. Il fallait que je tente. J'ai dit pour moi, cette compétition, c'était pour voir comment j'aborde le championnat d'Afrique. Donc, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. À ces 13e Jeux africains à Accra, au Ghana, la Côte d'Ivoire totalise ainsi 6 médailles. Une or, 4 en argent et une en bronze. Et ce n'est qu'un début. Depuis un peu plus d'un demi-siècle, la Côte d'Ivoire planifie ses actions de développement à travers la prospective. Le pays en a d'ailleurs une expertise qui est indéniable, qui est reconnue et qui est surtout sollicitée par d'autres. Le Burkina Faso, par exemple, vient d'envoyer une équipe pour se former à l'école ivoirienne, ce qui est effectivement fait par la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire durable de l'UNESCO.
l'université Alassane Ouattara de Bouaké. La Côte d'Ivoire, c'est 50 années de tradition prospective. Tradition à l'origine de la mise en œuvre des plans nationaux de développement quinquennaux, un modèle dont veut s'inspirer le Burkina Faso. Des cadres du ministère de l'économie, du plan et de la prospective de ce pays viennent de renforcer leurs capacités auprès de la chaire UNESCO, Anticipation, prospective et territoire durable de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Depuis 2005, le Burkina Faso s'était déjà prêté à un exercice d'élaboration d'une étude nationale prospective Burkina 2025. Nous sommes en train d'aller vers son épilogue. Et pour cela, il faut réécrire une nouvelle prospective. L'enjeu, c'est de renforcer les compétences, les capacités, l'expertise des cadres burkinabés qui seront amenés à conduire le processus de réalisation de leur étude nationale prospective Burkina 2050. Il faut remercier, féliciter d'abord la chaire parce que c'est une initiative qui va à son honneur. Et au-delà, c'est encore une fierté de la Côte d'Ivoire pour montrer la bonne marche de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La chaire prospective, anticipation et territoire durable de l'université Alassane Ouattara de Bouaké est la seule chaire dans cette thématique dans l'espace francophone. Et donc elle joue bien son rôle en formant les cadres au niveau national et au niveau international, surtout dans la sous-région ouest-africaine. Cette formation, qui a duré une dizaine de jours, va permettre aux cadres burkinabés d'élaborer la prochaine étude nationale prospective de ce pays. C'était un témoignage de Mahama Traoré. Venons-en maintenant à cet atelier qui vient de se tenir à l'intention des collectivités locales à l'initiative donc de l'inspection générale des services de l'administration du territoire. L'atelier qui avait pour objet de présenter le plan d'action de l'année 2024 s'est tenu en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, et de nos reporters Fred Olaï et Abou Sanogo. L'implémentation de la démarche qualité au sein de l'inspection générale des services de l'administration territoriale, projet ambitieux au menu des réflexions initiées par l'inspection générale des services de l'administration territoriale. Cette rencontre, à laquelle prennent part les collectivités locales, planche sur l'adoption du plan d'action 2024. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a exprimé sa volonté d'accompagner l'initiative en vue d'élaborer un instrument performant. L'adoption d'un plan d'action qui prendra en compte toutes les attributions permettra à coup sûr à l'IGSAT d'être davantage efficiente dans l'accomplissement de ses missions. Par l'organisation de l'atelier qui nous réunit ce jour, j'ai la ferme conviction que vous êtes engagés dans la bonne direction à travers les signaux positifs que nous recevons de plus en plus de vous. Je voudrais donc vous encourager à persévérer dans cette voie afin de maintenir le cap de la performance. Contrôler le fonctionnement normal et réguler les services centraux, les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales sont les missions assignées à l'inspection générale des services de l'administration territoriale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a mis à profit l'ouverture de ce séminaire pour traduire sa reconnaissance à ses lieutenants de l'administration territoriale pour leur engagement au service de l'État. La cohésion sociale pour un vivre ensemble harmonieux des populations du Sud Comoé, voilà l'objectif du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, qui a initié depuis quelques semaines des séances de prière et de bénédiction pour assurer la paix et la stabilité, non seulement dans la région du Sud Comoé, mais aussi partout en Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, par Gasso Rokone, Issa Dambélé. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques et du Sud Comoé, depuis le 17 février dernier, sillonne départements, sous-préfectures et villages de la région. Objectif, véhiculer les messages de paix, du vivre ensemble et de cohésion. Dans chacune des localités visitées, l'homme dédié s'est entretenu avec les populations, les autorités coutumières, politiques et préfectorales. Et c'est la ville historique de Grand Bassam qui a constitué la dernière étape de cette campagne de sensibilisation. Nous travaillons selon la vision de Cheikh Oulaïma, Ousmane Diakité, qui nous a instruit et nous a même confié un certain nombre de missions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons demandé à ces imams-là d'être les vrais ambassadeurs de paix auprès de leur population.
de prêcher la paix et de tout faire pour réconcilier. Vous savez, quand on est imam non seulement pour sa mosquée, pour sa communauté, mais on est imam aussi pour tout le monde. Dans la mosquée, on ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de communauté et même on ne parle pas de rang social dans les mosquées. Cette initiative de l'imam Moussa Dramé est saluée par le représentant du président du conseil régional du Sud Comoé. Il a au nom du docteur Aka Aoulé exhorté les imams à multiplier invocations et prières pour la paix en Côte d'Ivoire, gage de toute stabilité. Le président Aka Aoulé voudrait souhaiter un bon mois de Ramadan. Il nous invite à cette occasion de multiplier les invocations et les prières pour que la paix et la stabilité continuent de régner en Côte d'Ivoire, ce qui génère nécessairement le bonheur et la prospérité au bénéfice de tous et de chacun. Un message appuyé par le corps préfectoral qui s'engage à accompagner les guides religieux dans leurs différentes missions de paix. L'ensemble des membres du corps préfectoral de la région sont à vos côtés pour vous aider à conduire votre mission de paix dans notre région, paix si chère à notre pays. Lecture coranique et bénédiction étaient au cœur de cette cérémonie marquée également par l'intronisation des 108 imams de la région du Sud Comoé. Ils auront la charge de guider la communauté musulmane selon les prescriptions du Noble Coran. Le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République a initié récemment une série d'activités. Emmanuel Aoutou-Kofi a fait don d'un forage dans le village de Kaakro, un ouvrage qui va desservir une vingtaine de villages de la commune de Sakassou pour le grand bonheur, bien sûr, des femmes de ces localités. Et dans le même élan, Emmanuel Aoutou-Kofi a offert un tricycle et une broyeuse à l'association des coopératives agricoles des Amazones dans le village d'Akété pour la transformation et l'écoulement des produits agricoles. D'autres précisions avec Corona Soro. Le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Timoko Melet Kone, procède au lancement de la phase 2 de l'opération Opoutus à Kayakro, village situé dans le département de Sakassou, siège du royaume Baoulé. Ce tas de développement vient résoudre la question d'adduction en eau potable et réduit les distances parcourues par les femmes pour avoir accès à de l'eau. La phase 2 de l'opération Opoutus concerne 20 villages de la commune de Sakassou. Cette action est à mettre à l'actif d'Emmanuel Aoutou-Kofi, cadre et fils de Sakassou. Il avait à ses côtés le corps préfectoral, la municipalité et les cadres du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce forage sera entièrement équipé par le conseil Café Cacao. À 70 mètres, nous avons eu de l'eau avec un très bon débit. On peut même à terme envisager qu'un château soit construit là-dessus. Grâce à ce forage, nos populations ici seront soulagées des problèmes de l'eau. Et comme on vient de célébrer la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, c'est autant de soulagement qu'on apporte à nos mamans qui pourront investir leur force, leur énergie à faire des activités qui profitent plus à la famille, des activités d'autonomisation de la femme en réduisant donc le temps consacré à la corvée de l'eau. Un peu plus tôt dans la journée, Aoutou-Kofi s'est rendu dans le village d'Akété, toujours dans le département du Sakassou. Ici, le ministre directeur de cabinet a fait don d'un tricycle et d'une broyeuse à l'association des coopératives agricoles des Amazones de Lumo Ngbando Bonou. Ce matériel va permettre la transformation et le coulement des produits agricoles issus des champs de ces femmes sur les marchés. Merci à monsieur le ministre. On rentre à Abidjan, on va marquer une halte à Koumassi dans le sud de la métropole où le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a réuni de nombreuses jeunes filles pour tenter de les motiver à s'orienter de plus en plus vers les filières industrielles. Didier Nguessan était sur place pour RTI. Si les jeunes filles représentent 51% des effectifs en formation professionnelle, elles ne sont que 16% à s'orienter dans les filières industrielles. Cette journée vise à les mobiliser davantage et à leur présenter les opportunités de formation et d'insertion professionnelle dans l'industrie. Laetitia Ouattara,
vice-présidente de la Chambre des mines de Côte d'Ivoire, partage avec elle son parcours professionnel. Elles ont les mêmes forces et les mêmes compétences que les hommes. Il ne faut pas qu'elles ne souffrent d'un quelconque complexe d'infériorité par rapport aux hommes dans ces filières-là qui sont dites réservées à des hommes ou en tout cas plus accessibles à des hommes. Donc il faudrait qu'elles brisent le plafond de verre, mais aussi qu'elles puissent être performantes et se démarquer par l'excellence de leur travail. Le certificat de qualification, le brevet de technicien, le BTS sont autant de formations proposées dans les métiers de la plomberie, de l'électricité industrielle et de la mécanique, entre autres, qui pourraient intéresser les jeunes filles. Il est bon, au travers de notre cellule de gens qui est rattachée au cabinet, de parler à nos apprenantes pour qu'elles s'intéressent et adresser aussi à nos jeunes filles qui sont encore dans les classes d'enseignement général de s'intéresser aux métiers professionnels qui sont des mines d'or du point de vue de l'insertion professionnelle. Le taux d'insertion dans les filières industrielles est de 80% selon le directeur général de la formation initiale. La Guinée, qui tournait au ralenti depuis 2 semaines, son gouvernement s'est doté d'une nouvelle équipe avec 29 membres, dont 6 femmes. Plus de la moitié sont des inconnus, tous issus de l'administration, les partis politiques ayant été ignorés. À l'intérieur de ce nouveau gouvernement, il y a eu aussi un jeu de chaises musicales. Les postes clés de ministre de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères n'ont pas changé de titulaire. Par contre, c'est désormais Yaya Kairaba Kaba, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, qui devient ministre de la Justice en remplacement du bouillant Alphonse Charles Wright. 2 journalistes font également leur entrée au gouvernement, notamment Fana Souma, jusque-là directeur général de la radio-télévision nationale, qui devient ministre de l'Information et de la Communication. Merci beaucoup de nous suivre sur RTI 1. Fin donc de cette édition. On se retrouve demain à 13h.